Alerte stagflation aux États-Unis, les cryptos à ne surtout pas avoir dans votre portefeuille. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, la dernière de la semaine et pas des moindres puisqu'il y a énormément de choses à dire, à voir et à travailler ensemble ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Deux petites infos importantes et après on démarre. La première, on vous donne rendez-vous lundi à 18 h en live sur Twitch et sur TikTok pour une annonce exceptionnelle, une opportunité exclusive qu'on a à vous partager. Et la deuxième petite info, vous la connaissez déjà, on vous a sorti le tout premier e-book Blockchain Capital il y a quelques jours maintenant. Il vous permettra de comprendre l'écosystème crypto en seulement 10 étapes. Il est totalement gratuit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien en description pour le télécharger. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite cette vidéo avec un premier point sur les actus du jour, comme on le fait depuis un petit moment maintenant. Et on commence avec une news qui n'est pas forcément très bonne, qui nous vient des États-Unis. Effectivement, selon les dernières informations, la SEC devrait refuser l'approbation des ETF spot Ethereum au mois de mai. Il faut savoir que, je vous en ai parlé il y a quelques jours, au mois de mai, on a les deadlines de la SEC pour les différents ETF spot Ether qui ont été demandés par les fonds d'investissement américains. Eh bien, selon plusieurs personnes proches de plusieurs sources, selon des personnes qui ont participé aux différentes conférences, aux différentes réunions, la SEC s'apprête à refuser l'approbation des ETF Ethereum. Alors, c'est pas une super bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça, puisqu'on pouvait s'y attendre à ce que la SEC, effectivement, mette des bâtons dans les roues de l'écosystème crypto et fasse traîner l'échéance, qui repousse l'échéance, en fait, le plus loin possible. Malgré ça, je pense que de toute façon, les ETF seront acceptés d'ici la fin d'année 2024. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne tout de suite avec une petite news qui concerne à nouveau la SEC, qui sont partout en ce moment, et le créateur de MetaMask, donc Consensus, qui décide d'attaquer la SEC en justice. Alors pour une fois que ce n'est pas la SEC qui attaque quelqu'un, là on a directement un acteur très très important de l'écosystème crypto qui attaque la SEC en justice. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce ne sont d'ailleurs pas les premiers à effectuer cela. On sent qu'il y a un petit peu une rébellion qui est en train de se mettre en place avec plusieurs gros acteurs de l'écosystème qui disent à la SEC, non, bon, là vous allez trop loin, vous faites de l'abus de pouvoir, c'est pas parce que vous êtes le régulateur financier américain que vous devez lancer des enquêtes et des attaques en fait contre tous les projets. Le problème, c'est que la SEC aujourd'hui, elle en est un petit peu là. Elle sent qu'elle est en train de perdre la bataille et du coup, pour faire chier en fait le plus longtemps possible, elle attaque tout le monde. Alors certains se sont pliés très très vite, Binance, d'autres essayent de résister un petit peu à tout cela. Là aussi, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre petite actu assez intéressante ce matin, qui nous vient tout droit de Bitcoin. On a appris que le tout premier Satoshi qui avait été émis après le halving de la semaine dernière, donc le 4e halving de Bitcoin, s'était vendu aux enchères pour 33,3 BTC, soit 2,1 millions de dollars. C'est assez impressionnant. Voilà, pour vous montrer que l'écosystème crypto parfois est un petit peu fou et je trouvais la news assez intéressante à vous partager. On continue cette fois-ci avec une bonne nouvelle qui nous vient de Stripe qui va désormais permettre à ses clients, donc aux e-commerçants, d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Ça, c'est une news ultra bullish. Pourquoi? Parce que Stripe, c'est un processeur de paiement qui est utilisé par des millions d'utilisateurs dans le monde et donc c'est forcément quelque chose qui va permettre, qui va accélérer la démocratisation à grande échelle des cryptos et l'adoption de masse. Donc c'est forcément une très 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 bonne news. Et puis on enchaîne avec l'un des sujets principaux de cette vidéo, les cryptos à ne surtout pas avoir dans votre portefeuille. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que ce matin, Forbes a sorti une étude qui met en évidence les projets zombies. Des cryptos zombies qui sont en fait des projets à plus d'1 milliard de dollars de market cap, ce qui est quand même pas rien, mais qui, selon eux, n'ont absolument aucune utilité dans l'écosystème sur la blockchain, hormis la spéculation. Parmi ces projets-là, on en retrouve plusieurs de très 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 connus, comme EGLD, comme XRP, comme ADA, ou encore le Caspa. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec Forbes sur l'intégralité de ces projets. Pour moi, il y en a certains qui sont très très intéressants. Mais c'est vrai qu'il y en a certains d'entre eux qui ont pour moi, d'un point de vue technologique, d'un point de vue use case, plus beaucoup d'utilité et qui n'apportent plus une réelle valeur ajoutée. Et donc, effectivement, qui reposent en plus grosse partie sur de la spéculation. Par contre, il y a des projets
selon moi, qu'on ne peut pas catégoriser dans cette catégorie justement crypto-zombie. C'est le cas notamment du Kaspa, c'est le cas notamment du Stax, hein, le STX, ou encore du Cardano, qui est pour moi une blockchain très innovante. Alors oui, qui est sous-cotée, oui, qui est un petit peu dans l'ombre, mais sur laquelle il se passe énormément de choses. Donc voilà la liste. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, même si un projet n'a pas une très grosse utilité, le fait qu'il repose davantage sur la spéculation, ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas l'avoir dans votre portefeuille, ok? Mon introduction était un petit peu volontairement putaclic. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, un portefeuille, il se construit en fonction de vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre stratégie, en fonction en fonction du niveau de risque que vous voulez prendre. Donc, il y a des projets, moi personnellement, qui je sais n'ont pas une très grosse utilité, mais ils sont bons en marketing, mais ils ont une bonne tokenomics, mais il y a de la hype autour de ce projet, ils sont dans une bonne narrative, donc je me dis que le token il peut performer, et donc j'investis dessus. Tout en sachant que technologiquement et en termes d'utilité, c'est pas extraordinaire. A l'inverse, il y a des projets qui sont très intéressants d'un point de vue use case, d'un point de vue technologique, mais qui n'ont pas forcément une très bonne tokenomics, qui n'ont pas forcément une très bonne hype, qui ne sont pas dans une narrative avec du potentiel, et donc sur lesquels je n'investis pas forcément. En fait, ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs, de ce que vous voulez faire. Mais le plus important, c'est d'avoir une certaine diversification dans votre portefeuille et d'avoir un équilibre justement entre des projets sur lesquels vous allez avoir des certitudes parce qu'ils sont de qualité et d'autres où vous allez être un peu plus sur de la spéculation. J'en profite aussi pour vous rappeler que le marché crypto est un petit peu irrationnel. Des fois, c'est ce que je vous dis, il faut un peu poser son cerveau et accepter que le marché est un peu fou. Et oui, on se rend compte que des fois, certains projets sont totalement débiles, à l'image des shitcoins, des memecoins, mais pourtant, ce sont ceux qui réalisent le plus de performance. Donc encore une fois, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire allez-y, mettez-vous tout votre argent dans les shitcoins. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est qu'un portefeuille, il est bon s'il est cohérent vis-à-vis de votre profil d'investisseur. Deux personnes peuvent venir me voir en me disant moi j'ai acheté du Bitcoin ou j'ai acheté, on va prendre un autre exemple, j'ai acheté du Solana. Pour l'une des personnes, ça peut être une très bonne idée. Pour l'autre personne, ça peut être une très mauvaise idée en fonction de leur profil d'investisseur. Ok, je vous ai déjà expliqué ça plein de fois en live, mais j'en profite ce matin pour vous faire ce petit rappel en vidéo, ce qui est pour moi très important. Voilà pour les petites actualités du jour les amis, on va pouvoir passer désormais sur la partie macro et microéconomique et on va commencer par revenir sur les datas que nous avons eu hier du côté américain, des datas qui allument quelques signaux d'alerte, notamment vis-à-vis de la stagflation. Effectivement, hier après-midi, nous avions les résultats de la croissance sur le premier trimestre 2024 aux États-Unis, le PIB, d'accord ? On s'attendait, enfin les estimations avaient prévu déjà un ralentissement de la croissance en passant de 3,4 à 2,5% et finalement le résultat publié a été bien en dessous des estimations, 1,6% de croissance. Alors attention, alerte, stagflation. On est très loin d'avoir une récession, ok ? Pas de panique, les risques de récession pour le moment aux États-Unis sont totalement écartés. Ça peut revenir, hein, c'est pas impossible que les risques refassent surface, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Mais par contre, il y a un risque de stagflation. Malgré ça, au-delà de ce risque, c'est quand même à court terme plutôt un résultat favorable pour le marché. Pourquoi ? Parce que si on a un ralentissement de la croissance, un ralentissement de l'activité économique, comme on a pu aussi l'observer début de semaine avec les chiffres PMI, eh bien ça pourrait participer aussi à un ralentissement de l'inflation. Vous voyez où je veux en venir ? S'il y a moins d'activité économique, s'il y a moins de croissance, l'inflation, elle aussi, va ralentir. Ce qui pourrait permettre à la Fed de pivoter plus rapidement et donc de relancer la croissance et l'économie. Donc, voilà. C'est trop tôt pour le dire parce que ce sont seulement des premiers résultats, des premières estimations de la croissance du T1. Donc, il va en falloir plus. Mais ça peut être une news encourageante. Alors, encore une fois, il ne faut pas tomber non plus dans la stagflation. Ok ? De toute façon, on aura déjà des premiers éléments de réponse cet après-midi puisqu'on aura les chiffres justement de l'inflation avec les datas PCE aux États-Unis, donc indice des prix à la consommation des ménages, des chiffres qui devraient, selon les estimations, être plutôt bons, d'accord ? Comme vous le voyez ici, on devrait avoir un petit ralentissement de l'inflation en passant de 2,8 à 2,6%. Je rappelle que le chiffre PCE, c'est quand même le chiffre de l'inflation le mieux pondéré, le plus précis, celui qui a le plus de poids dans les décisions de la Fed.
Et du coup, il irait un petit peu à l'encontre du chiffre de l'IPC qu'on a eu il y a 2 semaines. Ou alors, les estimations se trompent et en fait, on aura effectivement cet après-midi un rebond de l'inflation. Alors, j'ai eu beaucoup de questions ce matin dans le Discord de personnes qui me demandaient, mais quel impact ça a sur les marchés, ces résultats-là? Bah, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'en finance, il n'y a pas un type de résultat qui entraîne un type de réaction sur le marché. Déjà, des résultats, il y en a plein de différents. Des fois, vous allez avoir des résultats sur la croissance, sur l'inflation, sur le chômage, sur l'immobilier, etc., etc. Tous ces résultats-là, tous ces catalyseurs macroéconomiques-là, ils vont avoir une importance, une pondération plus ou moins importante sur les marchés. Et puis, en fonction du chiffre qui est publié, ça va avoir un impact plutôt négatif ou positif. En fonction du contexte dans lequel est le marché, ça va avoir un impact positif ou négatif. Là, on est dans un contexte où on veut éviter de l'inflation. Mais dans un contexte où on aurait par exemple des taux d'intérêt directeurs qui seraient extrêmement bas, le marché serait plutôt à la recherche de data qui nous permettraient d'envisager des perspectives de croissance. Okay, donc ça dépend aussi du contexte de marché. Donc il n'y a pas une news qui fait réagir le marché comme ça et une autre qui fait réagir le marché d'une autre manière. Ça ne marche pas comme ça, ça serait beaucoup trop simple. Si c'était ça, tout le monde se positionnerait à l'avance et tout le monde gagnerait. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Bref, ça c'était pour la partie macro du coup du côté américain. Je vous ai aussi publié un rapport complet sur la situation économique en Allemagne, qui est particulièrement préoccupante depuis plusieurs mois maintenant, mais qui tend quand même un petit peu à s'améliorer. Je vous ai partagé le rapport économique que j'ai réalisé dans le serveur Discord là aussi. Au-delà de ça, d'un point de vue macro, on aura, après les chiffres PCE cet après-midi, aussi l'indice Michigan avec les anticipations d'inflation à court terme, à 5 ans, et les attentes et la confiance des consommateurs. Donc pas mal de catalyseurs, il faut s'attendre probablement à pas mal de volatilité cet après-midi sur les marchés, raison pour laquelle on va rester très très attentif au comportement du VIX. Au-delà de ça, nous avons eu aussi cette nuit, petit retour en arrière, la décision de la Banque centrale japonaise sur ses taux d'intérêt directeurs. Pas de surprise de ce point de vue-là, elle a décidé de les maintenir à 0,1%. Ok ? Rien de très très surprenant, rien de très très important, mais je trouvais ça important de vous partager tout de même l'information. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir faire un petit point microéconomique désormais, puisque vous savez que cette semaine, on avait de nombreuses publications de résultats. On a déjà parlé celle de Tesla, on a parlé aussi celle de Meta. Hier soir, après la clôture des marchés, on a eu Microsoft et Alphabet. Et ce matin, avant l'ouverture de Londres, on a eu Total et Safran. On va regarder tout ça en détail, puisque c'est plutôt intéressant. Et en commençant, évidemment, par les résultats d'hier soir du côté américain. Bon, Microsoft, tout va bien. Un chiffre d'affaires qui dépasse les attentes et le consensus. L'action qui a rebondi de 5% en post-clôture et qui se porte plutôt bien en pré-market aussi actuellement. Même chose pour Google. 80,5 milliards de chiffre d'affaires contre un consensus qui était à 78,6. Donc là aussi, tout se passe bien pour Google. Progression de 10% de l'action en post-clôture et une pré-market qui s'annonce aussi très intéressante. Ce matin, du côté français, on avait aussi deux entreprises qui publiaient leurs résultats, Total et Safran. Alors Total, des résultats mitigés, mais pas catastrophiques. Okay, on a un chiffre d'affaires qui est en baisse par rapport au Q4 2023, mais un résultat net qui est quand même en hausse de 13% par rapport à la fin de l'année 2023 justement. Donc ça va. Mitigé, pas très très bon, pas très mauvais, ça va. Du côté de Safran, là par contre ça va très très bien, un chiffre d'affaires en hausse de 18% par rapport au Q1 2023, donc il y a un an, c'est très très encourageant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a vu que le CAC était un petit peu en difficulté ces derniers temps, on va y revenir juste après, mais il va y avoir des petites choses à dire, ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire du côté microéconomique les amis, on va désormais pouvoir se tourner vers la situation de marché un petit peu plus précise. Et comme je vous le disais, on va enchaîner directement avec le CAC 40, qui est l'un des indices que j'ai le plus envie de travailler en ce moment du côté européen. Le CAC, il est un petit peu faible en ce moment, on le sent. Et il y a des indicateurs qui ne me rassurent pas, notamment du côté du luxe. Vous savez que le secteur du luxe, c'est l'une des plus grosses pondérations dans le CAC. On a eu notamment les résultats d'Hermès hier, qui ont été bons. Et pourtant, le CAC a dévissé. Un petit peu comme ce qu'on avait pu avoir avec Meta, mais pour des raisons totalement différentes. Le problème, c'est que si, même quand on a un secteur du luxe qui se porte bien, le CAC est en difficulté, ça s'annonce pas très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que l'économie chinoise ne va pas bien. La consommation chinoise est très faible, et on sait, il y a des liens très étroits entre consommation, économie chinoise et santé, entre guillemets, du CAC. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ce sont les plus gros consommateurs des grandes marques de luxe françaises,
LVMH, Hermès, etc., etc., que ce soit pour de la maroquinerie, mais aussi pour les vins et les spiritueux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les magasins LVMH, Hermès, etc., en Chine. Et ça inquiète les investisseurs, et c'est la raison pour laquelle on a ce comportement-là. Donc on a un CAC qui est faible, on a quand même certaines entreprises, on l'a vu comme Total ou Safran, qui soutiennent le cours, mais ça s'annonce quand même pas très bon. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, personnellement, j'ai effectué des renforcements de position à la vente semaine dernière sur le CAC, renforcements qui se sont très bien déroulés pour le moment et qui nous permettent d'avoir un prix d'entrée vraiment bon. L'objectif pour moi est toujours de revenir chercher des targets en direction des 7650 points sur le CAC. Pour rester du côté des indices européens, du côté du DAX, c'est pareil, on est plutôt faible, même si le DAX est un petit peu plus costaud que le CAC quand même. Et puis je vous l'ai expliqué, on a quand même un climat des affaires et des perspectives économiques qui commencent un petit peu à s'améliorer du côté allemand, ce qui explique ce comportement un petit peu divergent vis-à-vis du CAC. Et du côté du FTSE, donc l'indice britannique, eh bien il continue encore et encore de s'envoler et de venir chercher de nouveaux ATH, vraiment hyper impressionnant. Le FTSE qui a fait une réaction vraiment parfaite en fait sur la zone support qu'on avait identifiée. Ça me frustre de ne pas avoir pu me positionner tellement ça allait vite, parce que vraiment il y avait un trade sensationnel à faire, mais voilà, ça fait partie du jeu. Des fois le marché ne nous laisse pas l'opportunité de nous positionner. Moi personnellement j'aime pas forcément travailler avec des ordres limites, surtout sur les marchés tradis. Donc voilà pourquoi je ne suis pas rentré sur cette position. On bascule du côté des indices américains cette fois-ci, un peu plus de difficulté à lire le marché américain, notamment du côté du S&P 500, sur lequel on aurait pu s'attendre à de la continuation baissière pour aller chercher cette zone de liquidité, puis qui finalement vient réintégrer cette structure en 4 heures, ce qui pourrait nous permettre d'envisager une reprise haussière dans les prochains jours. Du côté du Nasdaq, c'est l'inverse. Pour moi, du côté du Nasdaq, on est beaucoup plus faible. J'attends toujours un retour sur la zone de polarité des 17 800 pour aller chercher de la continuation baissière. Je vous l'ai déjà expliqué. Et sur le Dow Jones, comme je vous l'ai dit, on a réalisé un superbe trade à la vente, comme vous le voyez juste ici. Trade qui d'ailleurs vous avait été partagé dans le serveur Discord. Je vous le rappelle, comme toutes les positions de toute façon qu'on prend, que ce soit moi ou les autres traders et analystes de Blockchain Capital. Voilà, je vous avais partagé mon entrée avant-hier soir sur le Dow Jones, comme vous le voyez juste ici. Du côté des indices américains, du coup, je ne vais pas faire grand-chose de plus aujourd'hui. On va être prudent sur cette fin de semaine. Voilà, je rappelle que le vendredi, en général, j'ai plutôt tendance à alléger un petit peu mon exposition au marché, surtout dans un contexte comme on a aujourd'hui avec la publication des chiffres de l'inflation. Pendant ce temps-là, bon, le dollar reste plutôt haut, même si on est quand même sur une petite tendance baissière depuis 2 semaines maintenant. Même chose sur les taux courts avec le taux à 2 ans et le taux à 10 ans. Mais attention, ça pourrait très vite changer cet après-midi. Pour vous faire très simple, pour cet après-midi, soit on va avoir des PCE en hausse et du coup le dollar va remonter avec les taux, soit on va avoir des PCE en baisse et dans ce cas-là, on aura plutôt un repli du dollar, ce qui devrait laisser un petit peu plus de place aux classes d'actifs risqués. En parlant de ça, on va aller checker un petit peu du côté des matières premières, des commodities. Notre plan sur l'US Oil, malheureusement, qui semble s'annuler, qui part un petit peu sans nous. On avait un prix d'entrée un petit peu plus bas sur le niveau 618, donc entre les 80 et 81 $. Malheureusement, le pétrole n'est pas revenu chercher notre prix d'entrée. Il est tout de suite reparti à la hausse en remettant en place une structure haussière. Donc je pense que malheureusement on va être obligé de passer à autre chose à nouveau. Vraiment le pétrole depuis janvier c'est une commo que j'analyse beaucoup, que je travaille beaucoup, mais je ne suis pas suffisamment précis dans mes analyses et en fait la plupart du temps mon prix d'entrée n'est pas touché. C'est-à-dire que la plupart du temps je rentre pas dans ma position, j'exécute pas en fait mon idée parce que le prix ne vient pas chercher exactement la zone que je veux. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Je sais que le moment où je pourrais rentrer, alors là, j'irai à fond et ça se passera bien. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je le travaille, que je construis des scénarios et puis que je les déconstruis. Il faut être patient. Vraiment, l'analyse, le trading, c'est de la patience. Des fois, on peut travailler quelque chose pendant plusieurs mois avant de se positionner dessus. C'est très important de comprendre ça. Voilà pour le pétrole. Du côté du gold, petit SL sur cette fin de semaine. Après 2 jolis trades à la vente sur l'or, finalement, on se fait sortir sur cette position avec du coup une réintégration de la structure 1 heure. C'était pas du tout le scénario que j'avais prévu. Mais on le sait, c'était quand même une position qui était très risquée, raison pour laquelle on avait vraiment une taille de position toute petite. Ok, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne récupérer ces équales low. Surtout qu'on a un dollar qui reste quand même
assez costaud, même s'il redescend un petit peu. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on avait fait 2 bons shorts avant, et puis c'est aussi compensé cette semaine par le très beau gain qu'on a fait, que je vous ai montré juste avant sur le dos. Donc voilà, ça n'entame pas les performances de la semaine, mais voilà, c'était une position de toute façon qu'on savait risquer, donc un petit peu plus compliqué à gérer, mais pas de souci, ok? Donc voilà, pour les matières premières, ce que j'avais à vous dire. On va désormais pouvoir passer sur la dernière partie de cette vidéo concernant le marché crypto. Et oui, je sais qu'il vous intéresse. Alors pourquoi je vous l'ai mis en dernier? Parce qu'en fait, le marché crypto, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus que hier matin. Les zones d'intérêt que j'ai actuellement sur Bitcoin et sur Ethereum sont les mêmes qu'hier, d'accord? Donc pour Bitcoin, ma zone d'intérêt, elle est entre les 65 700 et les 66 000 $, d'accord? C'est toujours cette même zone qu'on a identifiée hier sur l'order book. Zone sur laquelle on a pas mal d'ordres à récupérer avec une zone de fort volume au-dessus de nous, d'accord? Donc c'est mon plan. Attention, ça ne veut pas dire que je vais rentrer comme un bourrin. On est sur une journée un peu compliquée, un petit peu risquée. Donc je vais vraiment attendre d'avoir mes confirmations et une structure de retournement qui se met en place sur ce niveau-là pour aller chercher de la continuation baissière vers les 59 000 $. Peut-être que le marché va partir directement en bas sans nous, ou à l'inverse, peut-être qu'on va faire une grosse reprise haussière et donc on ne pourra pas se positionner. En fonction de ça, on avisera. D'accord? Pour le moment, c'est une simple idée de position, c'est une idée d'analyse. Je ne suis pas encore sûr d'exécuter cette idée. Ok? Ça dépendra des confirmations que j'aurai sur le marché au fur et à mesure de la journée. Je vous rappelle aussi qu'on a quand même un max pen price aujourd'hui qui est à 61 000 $, donc qui pourrait attirer un petit peu le prix vers le bas. Mais à plus court terme, il y a quelques données aussi qui peuvent nous permettre d'envisager un rebond. La data la plus importante à retenir aujourd'hui sur Bitcoin, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on est dans une situation où les retail, sur les contrats futurs, achètent le marché, d'accord, de manière assez agressive. Et à l'inverse, les whales, donc plutôt sur les contrats spot, vendent. Cette divergence, pour moi, est clairement baissière et me permet, avec un niveau de certitude assez important, de me dire qu'on devrait quand même plutôt revenir chercher 61 voire 59 000 $. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ce week-end, peut-être pas la semaine prochaine. Mais si la situation reste telle qu'elle, j'ai du mal à croire que les retails soient plus forts que les whales, que les futurs soient plus forts que les spots et nous emmènent plus haut directement. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose avec toujours la même zone d'intérêt. Maintenant, Ether est quand même toujours beaucoup plus faible que BTC, d'accord? Donc, si BTC ne rebondit pas, Ether ne le fera pas lui-même. Okay, ma zone d'intérêt, elle est ici sur Ether. Voilà, on le sait, la dominance du Bitcoin reste élevée. On est toujours aux alentours des 55%. La paire Ethereum-BTC est toujours bloquée sur un gros niveau de résistance. Donc, pour le moment, voilà, Ether reste plus faible. Donc, il va suivre BTC dans une moindre mesure, mais il ne fera pas plus. Voilà pour la raison pour laquelle je travaille de cette manière sur cette fin de semaine sur le marché crypto. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, les amis, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, on se retrouve en live cet après-midi à 14h15 pour suivre justement les annonces PCE et l'ouverture des marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, etc. etc. comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe, les amis. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.